Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici les grandes articulations. Dans les différentes paroisses, l'événement célébré ce jeudi, l'Ascension, cette journée symbolise la fin de la vie de terre sur terre de Jésus et sa montée au ciel 40 jours après sa résurrection. À cette occasion, les fidèles invités à renforcer leur foi à travers la prière, la méditation et l'amour du prochain. Dans ce journal, on fera le tour des églises. C'était un événement pour valoriser les atouts culturels, artistiques, cinématographiques et gastronomiques de notre continent. La semaine africaine de l'UNESCO s'est achevée hier à Paris, en France. Le Premier ministre Patrick Achi a pris part à la cérémonie officielle de clôture, ce rendez-vous qui a permis de réfléchir à l'autosuffisance et au développement économique. Et focus dans ce journal, dans le dossier politique sur le Conseil national des droits de l'homme. Le CNDH est composé de plusieurs personnalités issues des divers domaines d'activité, mais les magistrats y sont majoritaires. L'institution Conseil sensibilise et oriente sur les questions de droits de l'homme. Elle veut de plus en plus être plus proche des populations. Et puis 11 bébés sont morts dans l'incendie du service de néonatologie de l'hôpital de Tivaouane au Sénégal. Une nouvelle tragédie provoquée par un court-circuit qui soulève colère et indignation. Le président Macky Sall va rentrer de Malabo et se rendra à l'hôpital pour rencontrer les familles endeuillées. Je vous conduis à Paris, en France, une adresse à mobiliser 3 jours durant les amoureux de l'Afrique. Il s'agit du siège de l'UNESCO situé dans le quartier de l'école militaire du 7e arrondissement, place Fontenoy. La semaine de l'Afrique a pris fin hier. Le Premier ministre Patrick Achi était à la cérémonie officielle de clôture. La rencontre a permis d'exposer au monde l'art africain dans toute sa splendeur. On le voit dans le reportage de notre envoyé spécial, Alexis Ouedraogo. Pour la cérémonie officielle de clôture de la Semaine africaine de l'UNESCO, Patrick Achi est à Paris. Le Premier ministre représente le haut patron de cette édition 2022, le chef de l'État Alassane Ouattara. Toute cette semaine, l'Afrique a présenté au monde ce qu'elle a de plus beau, sa culture. Pays à l'honneur, la Côte d'Ivoire, qui a séduit bien de cœur. La Côte d'Ivoire est notre modèle. Elle impressionne par sa capacité de résilience. À peine sortie d'un conflit fratricide, elle offre une santé économique des plus enviables. La résilience, c'est notre thème de cette année. Résilience, dynamisme économique et culturel, mais aussi démographique, dont l'engagement de l'UNESCO à faire de la jeunesse une priorité. C'est une priorité de principe, mais c'est aussi une priorité très concrète, qui se traduit par des engagements budgétaires, qui se traduit par des engagements programmatiques. Pour le chef du gouvernement, cette célébration est au cœur même de la vision du chef de l'État. Vous connaissez l'attachement du président de la République aux combats primordiaux de l'UNESCO pour l'éducation, les sciences et la culture partout dans le monde et son serment séculaire pour l'émergence d'une Afrique en paix, libre et prospère. Ce sont ces 2 engagements que nous avons célébrés au travers de ce rendez-vous privilégié, de cette fête dédiée au berceau de l'humanité, notre continent. L'Afrique, désormais à la croisée des chemins, doit faire le choix de la paix, de la stabilité et du développement, mais surtout valoriser son patrimoine culturel. La création africaine, source inestimable d'inspiration pour le monde, ne profite que trop peu à nos peuples et nos États. Il devient impérieux que nous, puissance publique, accordions au secteur culturel et artistique l'attention et l'accompagnement qu'il mérite, afin d'en faire des leviers stratégiques de développement qui, à travers l'éclosion et la promotion de talents, contribuent au rayonnement et au progrès social et économique de nos pays. Le Premier ministre a pour finir rappelé l'engagement ferme de la Côte d'Ivoire à se tenir toujours prête pour cette Afrique nouvelle. Partout où les citoyens du monde se rassembleront pour unir leurs forces et leurs intelligences, afin de faire advenir ce monde meilleur et plus durable, la Côte d'Ivoire s'investira, proposera et agira. Et aujourd'hui, jeudi, marque la montée de Jésus au ciel, 40 jours après sa résurrection. L'événement l'Ascension est célébré dans les différentes paroisses. Lors des célébrations, les guides religieux ont invité les fidèles à renforcer leur foi. Le point de cette journée avec Grace Kando. L'élévation de Jésus au ciel, célébrée ce jeudi, 40 jours après la fête de Pâques. À la paroisse Saint-Joseph artisan d'Atekoubé, il est un peu plus de 7 heures. Les fidèles arrivent de partout pour prendre part à la célébration.
Nous devons vivre ce moment comme la source de notre espérance. Parce que le Christ est ressuscité, nous donne le chemin de la foi, nous indique le chemin de l'éternité. Nous devons donc, dans notre vie de tous les jours, vivre en parfaite cohésion, en parfaite harmonie avec nos frères, pour que nous puissions tous être portés vers la montée du Seigneur et garder la foi et l'espérance. Moment de ferveur et de communion pour les fidèles. Cette célébration qui marque la fin de la vie terrestre de Jésus a plusieurs significations. L'ascension vient comme le couronnement qui nourrit l'espérance de notre foi. Il va aujourd'hui vers le Père. Il n'est pas un mort vivant qui est là sans vocation qui traîne, mais il va vers le Père. Il est notre premier défenseur et celui qui intercède désormais pour tous, premier vivant d'entre les morts. Il faut comprendre que la vie désormais ne meurt plus, elle est donnée à tous. Le Seigneur Dieu vient pour semer sur nos têtes des hommes la vie. Et nous devons tous œuvrer comme des missionnaires pour la vie afin que la lumière de Dieu éclate et rayonne dans notre monde. À Saint-Kizito de William Civil, dans la commune d'Adjamé, la fête de l'Ascension a été également commémorée. C'est le début de l'Église, c'est la mission des apôtres, c'est notre mission. Nous sommes invités à être témoins aujourd'hui, nous aussi aller au Cénacle, recevoir le Saint-Esprit de par notre baptême et témoigner du Christ dans notre vie et partout. Et nous devons savoir que désormais, c'est dans la prière, l'adoration, la contemplation que nous sommes en communion avec le Christ qui part vers le Père. Ça doit nous amener à savoir que non, si on a suivi le Christ, notre royaume, ce n'est pas ici-bas. Nous devons nous préparer à suivre ces recommandations pour qu'aux derniers jours de notre vie, nous puissions être dans le royaume là où il est, à la gloire du Père. Après la fête de l'Ascension, dans 10 jours, les fidèles vont célébrer la fête de la Pentecôte, descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Cette fête vient boucler le temps pascal qui dure 50 jours. Et dans le centre du pays, les fidèles catholiques de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus du diocèse de Bouaké ont commémoré cette montée de Jésus au ciel. Prières et louanges ont marqué la célébration. Voici le reportage de Charles Tatou. La cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de l'archidiocèse de Bouaké ne désemplit pas à l'occasion des messes commémoratives de l'Ascension. Pour la commémoration de l'élévation miraculeuse de Jésus au ciel, ils sont venus nombreux se nourrir de la parole de Dieu. L'Ascension, qui peut être comme une absence de Dieu, est plutôt la célébration d'une autre forme de présence du Seigneur au milieu de nous. Jésus, désormais, il n'est plus présent physiquement. Mais après sa résurrection, il promet non seulement le Saint-Esprit à ses apôtres, mais il promet d'être là avec eux à travers sa parole, à travers la célébration eucharistique. Des louanges à Dieu et des prières pour la réception du Saint-Esprit ont marqué la commémoration. Autre chose dans l'actualité ce soir, la diplomatie économique impulsée par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, porte ses fruits. Des hommes d'affaires turcs séjournent en ce moment en Côte d'Ivoire. Ils ont discuté avec la ministre d'État, Kandia Camara. On le verra avec Michel Digré. Ces investisseurs comptent intervenir dans divers domaines, notamment la santé, l'agriculture et l'immobilier. Après 2 missions de prospection en Turquie, l'offensive diplomatique menée par la ministre Kandia Camara au pays de Recep Tayyip Erdogan commence à porter ses fruits. C'est le consul honoraire de Côte d'Ivoire à Samsun en Turquie qui conduit la délégation d'hommes d'affaires. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de créer des liens économiques et commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Turquie dans différents secteurs d'activité. Et nous avons fait cette promesse-là à Madame la ministre d'État lors de sa visite en Turquie. Et nous sommes là aujourd'hui avec cette délégation d'hommes d'affaires pour rencontrer les hommes d'affaires ivoiriens dans plusieurs domaines d'activité. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Turquie donne sa stratégie pour booster les échanges commerciaux entre les deux pays. Nous sillonnons des villes et avec le soutien de certaines structures en Côte d'Ivoire, dont le CPC, nous avons pu organiser un petit forum
au cours duquel des informations intéressantes ont été communiquées aux opérateurs économiques turcs. Nous avons également déjà tenu au niveau de la grande ville qu'est Istanbul un important forum économique. Nous avons fait de même au niveau d'Ankara et ce sont des initiatives que nous comptons entreprendre dans toutes les grandes villes de la Turquie. Pour la ministre Kandia Kamara, la diplomatie économique constitue une priorité pour le chef de l'État. Je me félicite de ce que les instructions données par le président de la République soient bien entendues par nos ambassadeurs, à savoir qu'il faut orienter la diplomatie de plus en plus vers l'économie, faire de la diplomatie économique. Et aujourd'hui, la preuve est faite ici avec cette forte délégation d'hommes d'affaires venus de la Turquie. Ils sont dans la construction, dans la santé, dans l'automobile, dans l'agriculture. Je les encourage à revenir très bientôt pour s'installer ici en Côte d'Ivoire. Les hommes d'affaires turcs sont aussi intéressés par l'économie sportive. Ils ont eu une séance de travail avec le ministre des Sports. Ayant l'opportunité d'avoir la visite aujourd'hui de cette forte délégation turque, cela montre que notre pays a de l'attractivité pour la Turquie. De nombreux investisseurs sont déjà présents sur notre territoire. Et en matière de développement de l'économie sportive, nous avons de nombreuses opportunités et nous voulons nous inspirer de l'expérience turque pour optimiser tous les investissements que nous sommes en train de faire, notamment dans le cadre de la CAN 2023. Et pour accroître ces investissements, il faut maintenir le vivre ensemble. Le ministre de la Réconciliation a rencontré la grande chancelière de l'Ordre national. Kwadjo Konan-Bertin envisage de mettre en place un ordre du mérite de la paix. Cette distinction viendra encourager les efforts de chaque Ivoirien dans le renforcement de la cohésion sociale. Laure Goretti, Moussa Konaté. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale dans les locaux de la grande chancellerie, Bertin Kwadjo Konan, s'est entretenu avec Henriette Dagri Diabaté, grande chancelière de l'Ordre national. Les deux personnalités ont abordé plusieurs sujets, notamment la mise en place d'un ordre du mérite de la paix. Je suis venu dans un premier temps lui rendre une visite de courtoisie et nous en avons profité justement pour traiter de thématiques que nous avons donc en commun, puisque vous savez bien que elle est la gardienne de l'ordre de la paix. Et donc, tous ceux qui font la paix, qui se battent au quotidien pour la paix sur le terrain, il est question que nous envisageons de leur donner des instruments qui puissent donc les encourager et à continuer à servir de modèle. D'où la nécessité, en ce qui nous concerne, de mettre en place un ordre du mérite de la paix. Mais nous ne pouvons pas, en tant que ministère, songer à un tel ordre sans nous référer, n'est-ce pas, à la chancellerie. Donc nous sommes venus justement pour en discuter. Le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a entrepris plusieurs actions pour aboutir à une paix définitive. À cet effet, Bertin Kwadjo Konan multiplie les échanges avec les acteurs politiques, de la société civile, les chefs traditionnels et bien d'autres. Focus sur le Conseil national des droits de l'homme. Le CNDH est composé de plusieurs personnalités issues de divers domaines d'activité, mais les magistrats y sont majoritaires. Cette institution veille de façon permanente à la protection et à la promotion des droits de l'homme. Ces services sont à Abidjan, mais aussi des démembrements à l'intérieur du pays. Le CNDH conseille, sensibilise et oriente sur les questions de droits de l'homme. Il veut de plus en plus être plus proche des populations, une proximité que l'on voit dans le dossier politique de ce soir avec Éric Goré. Le Conseil national des droits de l'homme. Non, je ne connais pas. Le Conseil national des droits de l'homme. Est-ce que tu connais? Bon, pas trop. Tu n'as jamais entendu parler? Non. Mais est-ce que vous savez où son siège est situé? Non, je ne sais pas. Cet imposant bâtiment, visible aux deux plateaux dans la commune de Cocody, abrite le siège du Conseil national des droits de l'homme. Ce matin, des conseillers du CNDH sont réunis en assemblée. Ils analysent des dossiers. Pour la plupart, ces dossiers touchent aux droits de l'homme. Nous avons le mandat de promotion, à savoir faire connaître aux populations leurs droits afin qu'elles puissent les revendiquer utilement. Et nous avons également un mandat de promotion, un mandat de défense, à savoir que le CNDH est autorisé à recevoir toutes les populations, à les assister, à les orienter.
Outillés en la matière, ces professionnels de ces questions vérifient chaque disposition pour apprécier des violations des droits de l'homme. Koulibaly Harouna est dans les locaux du CNDH. Cette maison, il la pratique depuis 1 an. Une affaire de 100 millions de francs CFA l'opposait à une structure immobilière. Une structure nous a pratiquement arnaqué d'une valeur de plusieurs millions, une centaine de millions à peu près. Nous sommes arrivés au CNDH pour venir présenter notre doléance. J'ai eu une grande partie de satisfaction parce que la majeure partie de ce dont la structure me devait, je l'ai eu. Si Koulibaly Harouna se dit aujourd'hui satisfait, c'est grâce à la direction requête et investigation du CNDH. Comme Koulibaly, Sébastien Conan a été orienté efficacement, lui qui a failli perdre tous ses droits après un accident de travail. Un problème d'accident, donc ça m'a causé un problème auditif, Je suis passé à l'interrogation, tout, j'ai envoyé les preuves, tout, et ils sont rentrés en action. En un rien de temps, mon problème a été réglé. On devrait me faire une expertise, ça a été fait. Et par rapport à l'expertise, je suis rentré, j'ai bénéficié de ma rente viagère. Comment se fait la saisine de la direction requête et investigation du CNDH? Maître Danyogo Makaya en est la directrice. Nous disposons de plusieurs modes de saisine, notamment la saisine directe qui consiste en un courrier à l'adresse de Madame la Présidente faisant cas des allégations de violation des droits de l'homme. Et puis il s'agit des appels via le numéro vert. Nous disposons d'un numéro vert qui fonctionne 24/24 et 7 jours sur 7 par lesquels les requérants peuvent nous saisir également. Il y a également les autosaisines qui émanent des agents du CNDH, c'est-à-dire du CNDH lui-même qui peut s'autosaisir d'une question de violation des droits de l'homme, bien qui pourrait conduire à une violation des droits de l'homme. Il s'agit également des appels, des saisines via le site web, puisque nous disposons d'un site web, également des saisines à travers notre adresse électronique. C'est-à-dire que les requérants peuvent nous saisir par voie de courriel, par exemple. La promotion du genre se fait également ici. Dr Marie-Paul Kodjo, vice-présidente du CNDH, est en charge du genre. Ça peut être, voilà, j'ai été enceinte, le monsieur a reconnu l'enfant, il ne participe pas à l'éducation de l'enfant, il n'y a pas de pension alimentaire. J'ai été renvoyée de mon travail sans qu'on ait payé mes droits. C'est des conseils qu'on donne. S'il est arrivé aussi des gens qui sont partis peut-être à la justice et qui s'y sont peut-être mal pris. Ou au moment où ça passait au tribunal, ils n'ont pas su. Donc ils sont complètement perdus, ils reviennent vers nous. Les activités du Conseil national des droits de l'homme sont coordonnées par un secrétaire général. Diané Hassan est magistrat de formation. C'est lui qui met en musique les décisions de la commission centrale. J'ai sous ma responsabilité les directions techniques. Et chaque direction technique a des départements thématiques qui s'occupent d'une thématique relative aux droits de l'homme. Et chaque dossier traité par ce département me sont remontés pour transmission à Madame la Présidente du Conseil national des droits de l'homme. Nabizata Sangari, c'est la première responsable de cette institution nationale. J'invite les populations ivoiriennes, en tout cas tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, à saisir le CNDH, qui est un mécanisme non juridictionnel de protection des droits de l'homme, avec leurs problèmes en lien avec les droits de l'homme, à Abidjan, aux 2 plateaux Vallon, ensuite à l'intérieur du pays, dans les 31 régions. Toujours à la tâche et sans interférence, le Conseil national des droits de l'homme a été accrédité cette année au rang du statut A, conformément au principe de Paris. C'est le plus haut grade en matière des droits de l'homme. Le dossier politique lucarne sur le CNDH, une institution au service des populations, et le Conseil national des droits de l'homme qui implique aussi la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire dans la lutte contre les violences basées sur le genre. La situation reste préoccupante du fait de nouveaux cas de règlement à l'amiable au détriment de la justice. Yamoussoukro, la présidente du CMDH, Namizata Sangaré, et Nana Amon Désiré Tanoé, président de la Chambre, se sont engagés à travailler ensemble sur la question.
Le ministre de la Communication et de l'économie numérique continue ses tournées de prise de contact avec les organes sous tutelle. Amadou Koulibaly était à l'école multinationale supérieure des postes et à l'ESATI qui forme au métier du digital. Des visites dans ces centres de formation pour partager sa vision du secteur. Serge Pacom, Didi Godefroy au Kambawa. Dans le cadre de ces tournées de prise de contact dans les structures sous tutelle, Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et de l'économie numérique, s'est rendu à l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication et à l'École multinationale supérieure des postes. Deux structures d'enseignement dont la vocation est de mettre sur le marché de l'emploi des cadres de haut niveau capables d'être absorbés aisément autant par le secteur public que par le secteur privé. À travers des visites guidées des différents locaux, des séances de travail avec le personnel et les différentes directions générales, le ministre s'imprègne des conditions de travail. La réforme des textes fondateurs de l'ESATIC devient une priorité. Tout le personnel vous saurez gré des dispositions qu'il vous plairait de faire prendre pour renforcer les textes conduisant à la nomination des sous-directeurs qui viendraient appuyer les 4 directeurs dans l'exercice de leurs fonctions. Un projet de construction et d'équipement de l'école, c'est un projet, on va dire, très cher, très ancien. Et on espère, monsieur le ministre, avec votre leadership, que ce projet-là, qui est déjà bien avancé, va connaître un essor. Tout en rappelant la vision de l'État qui est d'accélérer la transformation digitale et faire de la Côte d'Ivoire un pays majeur en termes d'innovation d'ici à 2025, Amadou Koulibaly rassure quant à l'appui et l'accompagnement du gouvernement. Ces deux écoles ont de grosses difficultés, essentiellement dues au site sur lequel elles se trouvent, site qui a été phagocyté pendant, je dirais, les périodes troubles donc, de notre pays et qui a vu que leur espace s'est vu réduit. Nous sommes venus constater tout cela in situ. C'est tout cela qui montre l'intérêt des visites de terrain que nous faisons. Parce que quand on regarde les résultats, on peut rester dans son bureau et se satisfaire. Avant d'autres rencontres plus techniques, le ministre invite les responsables et le personnel à plus d'engagement pour l'édification d'une Côte d'Ivoire nouvelle dans la perspective d'une croissance continue. Et dans cette Côte d'Ivoire nouvelle, les travaux de rénovation des voiries, des villes donnent fière allure dans les localités du pays. Le Sud Komoué n'est pas en reste de cet élan de développement. Dans cette région, 6 localités sont prises en compte dans le projet. Une mission du ministère de l'Équipement a été dans la zone. On voit l'état d'avancement des travaux dans ce reportage de Michel Mambo. À Yamé, région du Sud Komoué, la commune a fière allure. 2,210 km de bitume pour un investissement de 1,6 milliard de francs CFA. Maféry, toujours dans le Sud Komoué, les voies du lycée, du marché et bien d'autres voies ont également reçu du bitume. Une dotation totale de 2,060 km qui a nécessité un décaissement de 1,5 milliard de francs CFA. Les travaux de réhabilitation des voies de la Côte d'Ivoire, voulus par le président de la République, Alassane Ouattara, sont en pleine évaluation par une mission du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Tout comme à Yamé et Maféré, les travaux à Krinjabo sont achevés. 1,860 km de bitume pour un investissement de 1,5 milliard de francs CFA. À Diaké, la plus heureuse, 5,380 km de bitume, ce qui représente environ 4 milliards de francs CFA. À ce jour, 98% de taux de réalisation sont à noter. Bonois, 2,900 km pour un peu plus de 3 milliards de francs CFA. Travaux exécutés à 100% à la grande joie des populations. C'est l'occasion pour moi de dire un grand merci au président de la République qui a bien voulu avoir un regard bienveillant sur la ville de Bonois pour rééquiper, améliorer le réseau routier. Un grand merci au président de la République pour tout ce qu'il fait pour Maféré en particulier, mais aussi pour la Côte d'Ivoire de façon générale. Mission jugée donc satisfaisante. Ce qui a été fait pour le moment, parce que ça, on est au niveau de la première phase, il y a au moins une vingtaine de kilomètres sur l'ensemble de ces villes, pour un montant de près de 11 milliards. Et pratiquement tout le pays est en chantier. Donc ici, là, on a une grande satisfaction parce que l'entreprise
qui avait à charge de travailler ici, a fait du bon travail. La ville de Grand Bassam, dans le cadre de ce projet, a obtenu 6,155 km de bitume pour 2,5 milliards de francs CFA. Les travaux se poursuivent. La région du Sud Comoé, comme de nombreuses régions de la Côte d'Ivoire, va bientôt bénéficier d'une nouvelle phase de bitumage. Et les infrastructures routières qui facilitent l'écoulement des produits agricoles. Restons justement dans le Sud Comoé pour voir cette campagne de sensibilisation du directeur général du Conseil EVA Palmier, Edmond Koulibaly, qui rencontre des planteurs à Bonois, puisque depuis ce mois de mai, un mécanisme provisoire de fixation des prix du caoutchouc est en vigueur en Côte d'Ivoire. Adossé aux cours mondiaux, il garantit aux producteurs 63% du prix sur le marché international au lieu de 61%, comme par le passé. On voit les explications sur ce fonctionnement. Le fonctionnement de ce système dans ce document de Mahama Traoré. Cette rencontre du Conseil EVA Palmier à huile avec les jeunes planteurs d'EVA a essentiellement porté sur le nouveau mécanisme provisoire de la fixation des prix du caoutchouc. Edmond Koulibaly, premier responsable de l'organe de régulation, explique qu'avec son rang de 4e producteur mondial d'EVA, la Côte d'Ivoire n'influe pas sur la cotation des cours internationaux du caoutchouc. Cette réalité a donc poussé le gouvernement à revoir la structure des prix appliqués en Côte d'Ivoire. Avec le mécanisme en vigueur, c'est désormais 63% du prix d'achat des fonds de tasse garantis aux producteurs, contre 61% par le passé. Quand le Conseil a été créé, le gouvernement a donné une mission de dire que vous devez veiller à l'amélioration des revenus des producteurs. Quand on vend 1 kg de caoutchouc, la question c'est, on a vendu à combien? Si on a vendu à 1000 francs, bon, le planteur il doit avoir combien? L'usinier doit avoir combien? Les coûts auxquels vous produisez votre EVA ont forcément changé. Les coûts auxquels les usiniers aussi transformaient le caoutchouc ont forcément changé. Et le marché lui-même a changé. Et donc il était important qu'on regarde à nouveau sur la base de quels paramètres on peut parvenir à une nouvelle clé de répartition. Dans cette dynamique de relance de la filière EVA, la fiscalité a été revue à la baisse. Le taux d'imposition passe de 2,5 à 1,5%. Avec cette nouvelle donne, Edmond Koulibaly suggère aux planteurs de miser sur la qualité des produits afin de mieux tirer profit de leur labeur. Aujourd'hui, nous sommes dans un mécanisme transitoire. Dieu faisant, on va atteindre le mécanisme vrai. Nous regardons un peu nos voisins, c'est-à-dire le café cacao. Les choses sont bien organisées. Nous attendions aussi que le domaine des EVA soit aussi bien organisé. Mais avec l'avènement du Conseil EVA Palmier à huile, nous osons que les choses vont aller de mieux en mieux. Nous avons un potentiel de 60 000 seigneurs que nous cherchons. Le Seigneur vit décemment aujourd'hui de son art. Et ça fait qu'aujourd'hui, le Seigneur, il est payé à 60 000 francs la tonne. Pour un Seigneur qui a 2 tonnes, vous voyez déjà le calcul. Pour tous ces efforts de redynamisation de la filière, l'Association des jeunes agriculteurs modernes et véhicoles de Côte d'Ivoire entend bientôt rendre hommage au chef de l'État. Les meilleurs d'entre eux ont aussi reçu des distinctions. Fin de formation des commissaires nouvellement investis dans les organisations de structures de gestion électorale. Les initiateurs se réjouissent des résultats obtenus au terme de la session à Abidjan. Ils attendent à présent un impact important lors des scrutins en Afrique de l'Ouest qui doivent être crédibles, apaisés et démocratiques. Sidonie Davila. 3 jours d'intenses réflexions, d'échanges, de connaissances riches en partage d'expériences et d'acquis pour les nouveaux commissaires des organes de gestion des élections de l'espace CEDEAO. Une très belle expérience parce que nous avons eu des débats fructueux qui ont mis en exergue les spécificités des commissions électorales de tous les pays. Organiser les élections, ce n'est pas facile. C'est la pression. Donc, les nouveaux commissaires qui ont été désignés dans les différents pays, nous avons initié ces 2 journées pour leur permettre de bénéficier de l'expérience d'anciens commissaires, d'anciens présidents de commissions électorales et pour qu'ils sachent, ils soient préparés à leurs nouvelles fonctions. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a aussi salué cette initiative du RESAO, Réseau des structures de gestion électorale en Afrique de l'Ouest. Le RESAO a été créé sur l'initiative des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Et ma présence ici
témoigne de l'intérêt que la CEDEAO porte aux activités de son secrétariat permanent, qui depuis sa mise sur pied en juillet 2017 ne cesse d'œuvrer avec le concours de l'ensemble des commissions électorales membres pour la consolidation de la démocratie. Les questions électorales, les enjeux de la communication, 8 personnes ressources ont apporté leur expertise à cet atelier dont les acquis seront bénéfiques pour les pays membres de l'espace CEDEAO. Vous venez, mesdames et messieurs, les commissaires, d'être armés pour la gestion d'un pan important dans nos processus. Ces enjeux de paix et de stabilité vous obligent à utiliser et capitaliser au mieux la formation reçue et vous obligent à poursuivre sans relâche votre formation continue, même en dehors du cadre institutionnel que vous offre le RESAO, de façon à consolider et pérenniser vos acquis d'hier et d'aujourd'hui. La formation des nouveaux commissaires, la première du genre dans l'espace CEDEAO, avec l'aide des partenaires, la coopération allemande GIZ, l'UE et IDEA International, s'est soldée par la remise d'un certificat de participation. Cette formation sur les élections nous conduit dans l'actualité politique ce soir. Une mission du RHDP était à Bonon, dans la région de la Marawi. Les membres se sont rendus dans plusieurs villages du département. La délégation a rencontré les militants, comme on peut le voir avec Eugène Atoubé. Dans la salle de mariage de la mairie de Bonon, les émissaires du RHDP en mission pour le directoire de ce parti ont retrouvé des hommes et des femmes mobilisés et toujours à l'écoute des mots d'ordre de la hiérarchie. Nous venons de recevoir la mission du parti pour identifier nos militants. Nous sommes prêts à accomplir cette mission, rien que pour pouvoir soutenir le président Alassane Ouattara dans sa noble mission de développement qu'il a amorcée depuis son avènement au pouvoir d'État. Alors nous sommes convaincus qu'après ce travail qui a été d'ailleurs recommandé par son excellence président de la République, président du parti, nous allons revenir à nos fondamentaux. C'est sur la base d'une feuille de route bien précise que les émissaires du directoire du RHDP ont entretenu les structures locales. À Bonon comme dans les villages, à l'exemple de Tibeita dans le canton Gona, les militants se sont prêtés à l'exercice d'identification. Munis de leurs pièces d'identité, une photo et la carte d'électeur, ils se sont fait enregistrer, acte qui aura permis de renseigner aisément les fiches d'identification, lesquelles seront acheminées pour traitement par le directoire du RHDP. La mission consiste à pouvoir reconstituer la base des données du RHDP. Il s'agit de venir, après tout le cheminement qui a été fait jusqu'à présent, après les élections présidentielles, alors le président a décidé de pouvoir marquer le pas en restructurant le parti pour qu'on aille sur de bons pieds. L'opération d'identification des militants s'inscrit dans le cadre de la restructuration du RHDP. Le département de Bonon n'est pas en reste. Il s'engage à asseoir durablement le RHDP dans la perspective des échéances électorales. Bientôt un demi-siècle que le Cameroun est uni. Union entre les partis anglophones et francophones. Cette célébration de la 50e édition de la fête de l'unité nationale a été l'occasion pour l'ambassadeur du Cameroun en Côte d'Ivoire d'échanger avec la presse. Il dresse aussi un bilan de la coopération entre les deux pays. Sidonie Davila. 50e édition de la fête de l'unité nationale du Cameroun, une célébration sans cérémonie officielle liée à la Covid. Mais pour l'occasion, l'ambassadeur du Cameroun en Côte d'Ivoire, Marie-Yvette Koloko, a salué la communauté camerounaise et les autorités ivoiriennes pour l'hospitalité accordée aux Camerounais en Côte d'Ivoire. Il y a une très grande proximité entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, aussi bien au niveau des États qu'au niveau des peuples. Et évidemment, en termes d'intérêts communs, parce que la Côte d'Ivoire et le Cameroun, sur le plan international, ils produisent pratiquement les mêmes produits. Ils sont tous producteurs de cacao, producteurs de coton, de la banane dessert. Ils ont tous les mêmes défis et puis ils ont les mêmes partenaires. Ils ont beaucoup de choses en commun. Ils ont des défis sécuritaires. Ils ont intérêt à toujours à rester solidaires parce qu'ils doivent harmoniser leur position. Et nous disons infiniment merci
aux autorités ivoiriennes pour la grande hospitalité ainsi qu'au peuple ivoirien. Nous sentons chez nous ici. Occasion pour elle de féliciter la maîtrise des différents pays face à la pandémie de la Covid-19 qui a permis l'ouverture des frontières terrestres et aériennes. Cette reprise favorise la relance de la coopération multiforme par des actions de grande envergure. Dans le reste de l'actualité, au Sénégal, 11 bébés sont morts dans l'incendie du service de néonatologie de l'hôpital de Tivaouane. Une nouvelle tragédie provoquée par un court-circuit qui soulève colère et indignation. Pour l'opposition et la société civile, cette tragédie remet en lumière les carences du système sanitaire du pays. 3 jours de deuil national décrété alors qu'il a déjà fait part de sa consternation. Le président sénégalais actuellement à Malabo pour 2 sommets de l'Union africaine va rentrer à Dakar. Macky Sall se rendra à l'hôpital pour rencontrer les familles endeuillées. Il rencontrera également les autorités religieuses de la ville sainte. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h. Ce soir, le sage nous apprend qu'on ne tend pas de l'herbe au chien dans l'espoir de devenir son maître. Dieu le voulant, on se retrouve demain.